Et salut les boiseuses et les boiseux. Ça c'est juste là comme ça, hein. C'était absolument pas pour faire un étalage de mes rabots Lie-Nielsen du tout. Non. En fait, je fais pas du tout ça parce que c'est des rabots que j'ai attendus des années, hein. Et quand je dis des années, c'est pas des conneries, hein. Non, non, c'est juste comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais envie de vous les montrer, ça me faisait plaisir. Vous, ça vous fait baver, et moi, j'aime bien quand vous bavez. Voilà. Achetez-vous des ordinateurs étanches pour regarder mes vidéos, s'il vous plaît. Sinon, ça mouille un peu. Voilà. Aujourd'hui, vous aurez deviné qu'on va parler des rabots. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de faire une vidéo dans laquelle je vais donner les bases de chez Base au niveau du réglage des rabots à main. Donc, on va parler que des deux principaux types de rabots, en tout cas que je considère comme étant principaux. Il y en a d'autres. La gamme des rabots, c'est quelque chose d'assez vaste. Donc il y a deux ouvrages qui sont vraiment, pour moi, de référence sur les rabots. Pour toute la partie histoire, typologie, technique, etc., donc je vous conseille ce bouquin-là, qui s'appelle Les rabots, histoire, technique et typologie, que vous trouverez chez Vial. C'est un ouvrage qui est plus théorique, historique, etc. Vous trouverez là-dedans très peu de conseils sur ce qu'il faut acheter comme rabot, etc. Par contre, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire des rabots, c'est celui-ci qu'il faut acheter. Il vous expliquera par exemple la différence entre les rabots en bois et les rabots en métal, les rabots de transition, qu'on appelle les rabots garnis de bois, etc., etc. Donc il vous expliquera un petit peu tout ça, la classification des rabots. Il vous donnera vraiment des bases historiques si jamais vous venez à l'idée de collectionner des rabots ou ce genre de choses. Mais c'est pas un ouvrage pratique du tout. Et après, le deuxième que je peux vous conseiller, qui lui est beaucoup plus pratique, on va dire, qui va vous parler du réglage, etc., des rabots, il va vraiment voilà, vous parler de l'affûtage aussi, qui est beaucoup plus pratique. C'est celui-ci, qui est aux éditions du Vieux Chêne, et qui s'appelle Les rabots, l'essentiel, et qui est une traduction du livre de Christopher Schwartz, qui est donc un anglo-saxon, ou un américain, je sais pas, qui a écrit ce bouquin, en tout cas. Voilà, donc ça, si vraiment vous voulez rentrer dans la pratique, c'est celui-ci qu'il faut acheter. On n'épilogue pas plus sur la partie théorique, historique et machin et trucs, et on va aller tout de suite voir comment est-ce qu'on règle un rabot, parce que c'est le but de cette vidéo. Donc le but, je rappelle, c'est de donner vraiment les bases de chez Base pour l'utilisation des rabots à main d'une manière générale. Quand on parle de rabot, c'est vachement large en fait comme vocable. Parce que ça, par exemple, d'un point de vue purement technique, c'est considéré comme un rabot cette chose. Un racloir, c'est un rabot. Donc d'une manière générale, ça c'est considéré comme un rabot. Ça, c'est aussi un rabot. En l'occurrence, c'est une guimbarde. Un racloir, ça fait partie de la famille des rabots. Un vastringue, ça fait aussi partie des rabots. Mais nous, aujourd'hui, en fait, on va parler uniquement des rabots donc, de ce type-là, ou de ce type-là. On n'est pas obligé de prendre un truc qui est hors de prix, c'est pas la peine. En tout cas, c'est pas indispensable. Donc, on va voir pourquoi je montre d'abord ceux-là, et ensuite ceux-là, même si la conception de ceux-là, elle est plus simple. Qui sont, pour ce qui va nous intéresser, du même type. Ça et ça, c'est un peu le même type, et ceux que j'ai montrés avant, c'est un peu le même type aussi. Voilà, donc la famille des rabots, c'est assez large, il y en a encore d'autres dont on pourrait parler, mais nous, on va vraiment se limiter à ça. Le rabot classique, on va en démonter un pour voir comment c'est fichu. Le corps du rabot, souvent on a des poignées, en général deux, mais c'est pas obligatoire. Par exemple, sur un rabot de paume, il n'y a qu'une seule poignée, qui n'est pas tout à fait une poignée, qui est plus un appui pour la main. Sur un comme ça, même si c'est moins luxueux, on a pareil là, ici, on a toujours de quoi appuyer la main. Et par contre, devant, on a une vraie poignée. Là, c'est plus un bouton, là, c'est plus une poignée. Généralement, on a une ou deux poignées. Parfois, on peut avoir pas de poignée du tout. Je remontre mon racloir, on n'a pas de poignée du tout. Sur certains, on a une seule poignée. Voilà.
qui en l'occurrence est derrière là pour le coup. Et sur d'autres, on a un truc qui ressemble vaguement à une poignée à l'arrière, et puis devant, c'est un peu plus pour une tenue comme ça, quoi. Hein, tac. Voilà, ça c'est un Guillaume. Même si c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un Guillaume quand même. Et puis bien sûr, sur un Vastringue, on a deux poignées qui s'utilisent un petit peu différemment, bref. Mais voilà, en général, donc, on a des poignées qui sont fixées sur un corps. Nous, on va parler vraiment que des rabots, grosso modo, on va les classer nous en deux catégories, ceux avec le biseau vers le bas et ceux avec le biseau vers le haut. Et on commence, même s'ils sont un petit peu plus compliqués, par les rabots avec le biseau vers le bas. Le corps du rabot, les poignées, là, c'est fixé par des vis. Ici, on a un presseur avec un excentrique ici, qui s'enlève généralement assez facilement. Tac, tac. Voilà, c'est facile à enlever. Ensuite, on a ce que j'appelle le groupe de coupe. Il a servi celui-là ou quoi? Je fais un peu de ménage, hein. Et sur le groupe de coupe, il y a le siège, là, ici, qui est fixé au corps du rabot. Donc il est fixé avec deux vis ici, et une vis là qui permet de l'avancer et de le reculer. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, c'est pas le but pour aujourd'hui. Voilà. Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une molette qui vient... Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais... qui vient faire avancer ou reculer ce petit levier-là, qui est pris dans le contrefer, qui est fixé au fer et qui permet de régler la prise de passe. Ah, puis aujourd'hui, en plus, on s'intéresse aux rabots métalliques. Les rabots bois, peut-être un jour. Mais le but d'aujourd'hui, c'est vraiment que les rabots métalliques. Voilà, donc c'est fichu comme ça. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une vis qui solidarise le contrefer avec le fer. Et que souvent, on a besoin de l'enlever parce que ça permet notamment d'affûter le fer, qui coupe un peu. Il mériterait un petit coup celui-là, mais c'est pas l'objet là. Et truc aussi qui est important de noter, l'espace au bout ici, je sais pas si on verra bien, mais entre le fer et le contrefer, on peut le régler en faisant avancer ou reculer le fer, enfin le contrefer par rapport au fer, pour se mettre plus ou moins proche du biseau. Et ça va être important parce que ça a des effets très intéressants et très importants sur le rabotage. Et alors, pour vous donner une petite idée des valeurs, en règle générale, l'espace entre le fer et le contrefer, donc le dépassement du fer par rapport au contrefer, on est sur des valeurs de l'ordre de 1/2, voire 1/4, vraiment pour les choses très faibles, 2 mm, à 1 mm et demi. 1 mm et demi ou 5, c'est quasiment pareil, il ne se passe plus rien après. Alors, truc important, quand on remet le fer dans le rabot, on essaie de ne pas trop donner des coups sur le corps en fonte ou en acier du rabot, parce que ça va abîmer forcément l'affûtage du fer. Voilà. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de viser, il y a une lumière quand même qui est assez large, je ne sais pas si vous voyez, donc j'essaie de viser un peu la lumière là, tac, voilà, et une fois que je suis dans la lumière, hop, je me remonte et je m'accroche sur le petit titoulet qui est là, sur le petit levier qui permet de régler la profondeur de passe. Voilà. Et hop, je remets mon presseur. J'ai du mal avec ça, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Voilà. Donc ça c'est pour un Stanley numéro 4. Et si je prends un Nielsen, par exemple un numéro 6, puisque j'ai un numéro 6, du coup je prends celui-là, on va avoir la même chose, on va avoir le presseur, bon, qui n'est pas quand même, c'est pas la même qualité de fabrication, mais c'est pas le sujet. J'ai mon groupe de coupe, voilà. J'ai le lit du fer, ça s'appelle le siège, voilà. Le porte-fer s'appelle aussi le siège.
Ah, et j'ai oublié un truc important, on l'a aussi sur celui-ci, c'est ce petit levier-là. Et ce petit levier-là, en fait, il vient se prendre dans la rainure là du fer et il permet de régler l'équerrage du fer par rapport à la semelle. On va voir après aussi à quoi ça sert. Mais donc ce levier-là, c'est important de voir qu'il existe et à quoi il sert. Si on regarde sur celui-ci, on a la même chose. Hein. Voilà, même combat. Et selon les rabots, vous verrez que ça a plus ou moins de jeux, et ça c'est plus une question de qualité de fabrication. J'en ai où il y a vraiment beaucoup de jeux. Voilà, par exemple, si on voit celui-là, là, tac, bah là on voit que voilà, j'ai vachement de jeux en fait, avant d'arriver à faire un réglage quelconque. Voilà, et là la même chose, j'ai ma molette de réglage, mon petit levier qui vient régler la profondeur de passe du fer. Voilà. Donc ça, c'est pour les rabots à biseau vers le bas. Et si je regarde ce qu'il en est sur ceux qui ont le biseau vers le haut, on verra qu'il y a un petit truc en plus quand même, puisque j'ai juste donc mon presseur, mon fer, il n'y a pas de contre-fer, voilà, il est directement appuyé sur le lit du rabot, qui n'est pas réglable, le lit du rabot. Par contre, au niveau de la lumière, c'est pas forcément le cas de tous, hein, mais ceux-ci ont cette lumière-là, réglable. Donc biseau vers le haut, c'est avec une lumière réglable en général, mais pas tout le temps. On va voir qu'il y a des exceptions à ça. J'ai la possibilité de régler ma lumière. Donc là, c'est cette molette-là, enfin, la poignée qui fait office de molette de serrage. Il y a un petit levier ici. Et puis je peux faire mon réglage. Et on va voir à quoi ça sert après. Et pour le réglage de la profondeur, c'est un peu le même système. J'ai une molette avec ici un petit truc qui dépasse. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Là, j'ai une encoche dans mon fer. Tac, voilà. Et je peux serrer et je peux faire avancer ou reculer le fer. Donc, changer ma prise de copeaux, on va dire. Voilà. Si je prends par exemple celui-ci, ça c'est aussi un rabot avec le fer qui a le biseau vers le haut. Donc là, le presseur n'est pas tout à fait foutu pareil. C'est juste un genre d'excentrique là qui est là. Et si on regarde bien, donc toujours, hein, j'ai le fer, le biseau vers le haut, la petite molette, donc c'est pas tout à fait le même système, ça marche aussi. Et par contre, ce qui est à noter, c'est que là, ma lumière, elle n'est pas du tout réglable. J'ai pris un rabot de paume avec une lumière réglable pour vraiment faire les travaux fins. Donc là, on a, pareil, une molette ici, voilà, qui permet de déverrouiller le presseur. Là, j'ai le fer, voilà. Et ici, j'ai une lumière réglable aussi, donc je dévisse un peu ma molette, là. Tac. Et ça me permet de régler ma lumière avec le même système. Il y a un petit levier et il y a un genre de petite forme excentrique qui me permet d'avancer ou de reculer la lumière. Voilà. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Même système avec l'encoche ici, la petite vis, enfin tout pareil, j'ai envie de dire. Voilà. J'en profite au sujet des presseurs, ça sert à rien de serrer comme un taré. Il faut juste presser un petit peu, voilà, et c'est tout. C'est pas la peine de serrer plus que... Juste que ça presse le fer sur le lit du rabot, c'est tout. La conception, souvent, elle suffit largement à ce que le fer soit stabilisé. Il n'y a pas besoin de serrer comme un taré, quoi. Je vais commencer par ceux qui ont le biseau vers le bas. Même si ils sont un petit peu plus compliqués dans leur conception, le réglage est parfois un petit peu plus compliqué aussi, mais la plupart des gens, le premier rabot qu'ils ont, c'est un rabot avec le biseau vers le bas. Souvent, le premier rabot qu'on vous conseillera d'acheter, c'est un numéro 4 ou un numéro 3,5.
Donc je commence par le réglage de cela, je ferai le réglage des rabots à biseau vers le haut. Donc pour régler mon rabot, je vais avoir besoin de deux choses. Une pièce de bois comme ça pour faire mon test, et il nous faut une petite chute de bois. Quand je dis petite chute, vous voyez, c'est pas plus grand que ça, hein. Ça sert à rien d'avoir un machin énorme. Titre. Je vais faire le test avec celui-là parce que il est de bonne qualité et ça va me donner une assez bonne idée. Alors moi, c'est ma manière de procéder. Après, chacun fait comme il veut, hein. Donc la première chose qu'on fait généralement, c'est de régler l'espace qu'il y a entre le dépassement du fer par rapport au contrefer. Alors vous trompez pas, hein. Ça c'est le fer, cette grande partie là, et ça c'est le contrefer, cette partie là. Il faut un tournevis. De chien, j'étais encore de bonne humeur quand j'ai serré ça moi, tiens. Voilà. Donc là volontairement je vais exagérer. Donc voilà, là j'ai ce qu'on appelle un gros découvert. Le découvert c'est cette distance là, entre le bord du contrefer ici et le fer ici. Vérifiez bien un truc, c'est que votre contrefer plaque bien sur votre fer. Donc il faut vraiment que la géométrie du contrefer soit, j'allais dire, nickel de ce côté-là. Alors forcément avec ce constructeur-là on n'a pas de problème. Mais vous voyez, des fois ça peut être utile de passer un petit coup ici, de pierre par exemple, pour vraiment dresser cette zone-là qui est en contact avec le contrefer. Parce qu'il ne faut pas que des copeaux puissent s'insinuer entre le fer et le contrefer, ça pose des problèmes après. Un découvert, donc le découvert étant hein, vraiment la distance entre le bord du fer ici et le contrefer là, ferez gaffe, ça coupe hein, ça. Quand c'est bien affûté, ça coupe même très très bien. J'aborde pas du tout l'affûtage hein, là dans ce que je raconte. L'affûtage, c'est un autre truc qu'on verra plus tard. On va partir du principe que c'est affûté. Voilà. Donc moi, je vais venir régler un découvert qui fait un petit peu moins d'1 millimètre. Ce qui va nous donner à peu près ça. Je sais pas si on voit bien. En bougeant comme ça, normalement, il y a un moment où on voit bien. Voilà. Et ensuite, on vient serrer la vis qui est là. Alors, on fait attention hein, que le découvert il soit bien uniforme, c'est-à-dire que j'ai le bord de mon contrefer qui est bien parallèle au tranchant de mon fer. Sinon, c'est n'importe quoi. Et je serre ma vis de façon à bien immobiliser le fer sur le contrefer. Et ensuite, je viens mettre ça en place. Alors, vous trompez pas, c'est biseau vers le bas, donc le biseau, hein, c'est cette partie-là, le biseau, je le mets vers le bas. Et là, pareil, je fais attention à ce que mon fer ne vienne pas heurter le corps du rabot pendant que je l'insère. Sinon, ça flingue tout. Voilà. Je viens remettre mon presseur et voilà. Et il n'y a pas besoin que le presseur, vous n'avez pas besoin que ce soit un appui de taré. Et ensuite, je vais venir faire ce qu'on appelle bornoyer. Ça veut dire que je regarde mon rabot comme ça, et là, en fait, je vois en lumière rasante, je vois mon fer qui dépasse. Et moi, ce que je fais, c'est que pour faire mon réglage, je recule le fer jusqu'à ce qu'il dépasse plus du tout. Donc en gros, jusqu'à ce que, quand je vais passer ça sur mon bout de bois, eh ben, ça enlève pas du tout de matière. Normalement, là, ça devrait pas du tout accrocher. Voilà. Là, il se passe rien. Ce que je fais, ça sert à rien. C'est cool. Et ensuite, alors, je sais pas si on verra bien, mais ici, là, moi j'ai toujours le doigt là comme ça. Et je vais, vous voyez, chaque passage, j'avance un petit peu. Jusqu'à ce que ça prenne un petit peu de matière. Alors là, j'en ai peut-être pris un petit peu beaucoup. Voilà, là ça prend un petit peu de matière. Et dès que ça prend un peu de matière, je vais venir vérifier avec ma petite chute de tout à l'heure qu'il n'y a pas un côté. Alors là, mon fer est légèrement convexe, mais qu'il n'y a pas un côté où ça me prend beaucoup de matière et un autre côté où ça m'en prend très très peu. Donc ça se voit quand ça me fait du copeau d'un côté et pas de l'autre. Donc là, si je le montre vraiment sur la caméra ici, voilà, ici
ok, il se passe rien. Ici non plus. Et au milieu, ça m'enlève un peu de matière parce que mon fer, hein, il est légèrement arrondi comme ça. Pour plein de raisons, je vais pas parler de ça non plus. Si vous avez un fer qui est affûté plat, vous devez enlever autant de matière sur une extrémité que sur l'autre. Et une fois que j'ai fait ça, normalement, je peux raboter tranquille. Je fais des petits copeaux tout fins. C'est très rigolo, c'est très joli. Alors, ce qu'il faut voir maintenant pour raboter correctement, parce que souvent les gens ne savent pas raboter correctement. Sur la bonne caméra, oui. Quand alors là j'ai une planche qui fait une certaine longueur. Quand j'arrive sur ma planche, avec l'entrée du rabot, j'appuie à fond sur la poignée de devant. Je rabote. Et au fur et à mesure que j'avance, quand je m'approche de la sortie, j'appuie à fond sur la poignée de derrière. Normalement, en sortie, c'est quasiment que la poignée de derrière qui appuie. Pourquoi? Parce que si je fais pas ça, quand j'avance, je suis comme ça. Quand je rentre sur mon morceau de bois, hein, quand j'arrive dessus, quand j'attaque. Et quand je sors, je vais être comme ça. Et à un moment donné, ici, j'aurai une pente comme ça, et puis ici, j'aurai une pente comme ça, et généralement, on veut raboter à plat. Donc, je mets un tout petit chouïa de plus le faire. Voilà. Donc, j'appuie avec la poignée de devant en entrée, donc j'ai quasiment pas besoin de derrière. Derrière, je peux juste pousser comme ça, voilà. Et en sortie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'appuie vraiment sur le cul du rabot, et l'avant, j'appuie plus. Voilà. Donc ça, c'est le geste du rabotage. Je mets le poids sur l'avant du rabot en entrée. Au milieu, j'appuie sur les deux poignets bien à plat. Et en sortie, j'appuie sur le cul du rabot. Alors, autre petit truc gratuit. Quand on veut avoir une meilleure glisse, parce que c'est quand même important d'avoir une bonne glisse quand on rabote, parce que tout le frottement en fait de la semelle métallique là et là avec le bois, c'est de l'énergie qu'on balance dans la nature, donc c'est pas très intéressant. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez au rayon confiture de votre supermarché préféré ou là où vous achetez votre matériel pour les confitures, vous prenez un pain de paraffine comme ça, ça doit coûter, je sais pas, 5 euros, 4, 2, j'en sais rien, ça coûte que dalle quoi, et ça va vous durer 10 ans, facile. Et quand vous rabotez, vous passez un petit coup comme ça dessus, et ça vous fait une glisse d'enfer. Je sais pas si ça s'entend, mais ça glisse beaucoup mieux. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de raboter. Alors bien sûr, je peux prendre des passes plus importantes. Hein. Voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Ça change pas le problème. Et de temps en temps, voilà, je prends un petit pain de paraffine, je fais comme ça, et c'est reparti pour un tour. Donc ça, c'est vraiment pour le réglage de ce rabot-là. Donc, je rappelle les principes. D'abord, je fais le réglage du découvert du fer avec le contre-fer. Ensuite, je fais le bornoyage, comme ça. En plus, ça fait pro quand tu fais comme ça, là, en direct, tu sais ce que tu fais. Pour vraiment avoir une sortie du fer qui soit quasiment nulle, je me positionne sur ma pièce de bois. Je fais en sorte d'avoir pas de prise de copeaux du tout, et je viens régler un petit à petit pour arriver à ce que je veux. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce que si jamais, dès le début, tu prends trop de fer, je sais pas, tu sors ton fer de 1,5 mm, tu vas rentrer dans le bois, tu vas faire une grosse marque, et pour l'enlever, faut que tu descendes beaucoup. Donc j'aime autant partir, moi, de zéro. Alors j'ai montré avec celui-là, mais le principe est le même, quel que soit le rabot qu'on va utiliser. Évidemment, là j'utilise un rabot qui va être un petit peu moins costaud, enfin un petit peu moins haut de gamme, on va dire. Donc pareil, je viens, tac tac, et je vois le fer qui commence à sortir, je le rentre, comme ça je suis à 0.
Normalement, si je fais ça, voilà, il se passe rien. Je sors petit à petit mon fer. Et donc là, tranquille, je vais avancer un petit peu ma molette jusqu'à ce que j'attrape un peu de bois. Voilà. Là, je refais mon réglage. Ça veut dire que je prends ma pièce de... Je refais mon réglage latéral. Je prends ma pièce de bois. Tac. Là, on voit que j'enlève de la matière ici. Et j'en enlève pas du tout là. Je sais pas si on verra bien à l'image. Mais là, voilà. Ici, j'enlève de la matière. Et là, j'en enlève pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fer, il est incliné par là. Et pour le ramener par là-bas, ben, je vais envoyer mon levier par là, dans le sens du défaut en fait. Mais ça, vous allez vite le voir. Donc j'en fais un petit peu, et je retente. Là, j'ai rien. Est-ce que j'en ai un petit peu? Je sais pas. Je vais vérifier ça. Là, le fait de redresser le fer, ça fait que j'ai plus du tout de prise de copeaux ni d'un côté ni de l'autre. Donc je ravance un peu mon fer, jusqu'à ce que ça rabote un tout petit peu quelque chose. Ça se voit aussi bien du dessus parce qu'on voit bien de quel côté le copeau il sort. Hein. Si mon copeau est sur la droite, c'est que mon fer il est penché vers la droite. Et là, je vois que ça fait du copeau au milieu. Et si je passe ma petite pièce de test que j'utilise, là, hop, ça m'enlève légèrement de la matière ici. On voit que ça fait un tout petit bout de copeau là. C'est Francis qui disait comme ça. Il disait qu'il y avait un bout de copeau là, Francis Ford. Et donc, de ce côté-là, j'enlève un tout petit peu de matière aussi. Donc mon fer, il est quasiment droit là. Donc ça veut dire que je peux raboter et je vais sortir normalement un fin copeau. Voilà, donc même avec un rabot bas de gamme, on sort quand même un truc assez fin, quoi. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir un truc à 500 balles pour sortir un joli copeau. Je tiens à préciser. Et là encore, petit coup de paraffine qui va bien. Ça va quand même drôlement mieux. Voilà. Donc, pour info, Stanley Bellet numéro 4, acheté d'occasion, j'ai dû payer ça 30 balles. Hein. Et on arrive quand même à sortir un joli copeau. Donc, c'est pas le rabot qui rabote, hein, c'est le gars qui est au bout. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affûté le fer correctement. Donc ça, c'est un fer neuf. Hein. Ça doit coûter, je sais pas combien je l'ai payé ce fer-là. Pas dû le payer trop cher. Ça doit coûter, je sais pas, une vingtaine d'euros un fer d'origine. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site de Michel Oriot et puis vous prenez un fer Hock et un contre-fer Hock qui s'adapte sur un numéro 4 comme ça et vous avez un rabot tout neuf pour le prix de 1/3 d'un rabot Lignelson. Voilà. Tout compris. Hein. Parce qu'un fer plus contre-fer chez Hock, ça vaut facilement 70 euros. Le kit complet, donc chez Hock, contre-fer plus fer pour un numéro 4, donc un comme ça vaut 68 euros. Ça, plus le prix du rabot, que vous trouvez d'occasion dans les 30-40 balles, on va dire, c'est largement moins cher qu'un numéro 4 de grande marque. Mais par contre, ça coupe quasiment pareil. C'est un peu moins agréable d'utilisation, on va pas se mentir. Voilà, donc ça c'est pour le réglage d'un rabot avec le biseau vers le bas. Alors, avec le biseau vers le haut. Par exemple, souvent on a un petit rabot de paume avec le biseau vers le haut. Tac, tac, voilà. Je démonte tout, je le dérègle, comme ça vous ne viendrez pas me dire que... Hein. Donc généralement, on va régler la lumière. Alors pour régler la lumière, quand on n'a pas de contrainte particulière sur un rabot comme ça, moi ce que je fais, c'est que je regarde ici, là, et pour aligner ici, comme s'il n'y avait pas de lumière réglable en fait.
Voilà. Comme ça me donne une valeur, on va dire, assez moyenne d'ouverture de la lumière. Ça représente quoi, ça? Que je vous dise en millimètres. Voilà. Ça fait 3 mm, 3 mm et demi à peu près. Hein. C'est une valeur de lumière moyenne. Ni d'un extrême ni de l'autre. Donc je mets mon fer en place. Voilà, là il doit dépasser beaucoup trop. Donc on va le reculer. De façon à ce qu'il ne prenne pas du tout de matière. Je mets mon contrefer en place. Mon presseur, pardon. Je le serre à peine. Et là je peux bouger moi-même le fer à la main si j'ai envie. Et je vais faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je vais sortir mon fer jusqu'à ce que je puisse prendre un peu de matière sur ma petite chute, comme tout à l'heure. Et là, pareil, je vais venir vérifier que c'est droit. Alors là, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Donc je viens vérifier que mon fer il est droit. J'ai l'impression que ça en prend un peu plus là que là. Donc, petit marteau. J'ai peut-être un peu exagéré dans l'autre sens. Parce que là, j'ai pas de levier de réglage sur ce rabot-là, sur l'autre non plus. Hein. Voilà. On va un petit peu plus serrer le contrefer et on va regarder si ça fait du copeau. Alors j'ai une passe qui est juste ridicule, mais c'est pas grave ça. Un tout petit peu plus. Voilà. Et je sors mon copeau tranquille. Et maintenant, on va parler de la lumière et de l'effet du contrefer sur le rabotage. Donc, au niveau de la lumière, quel est l'intérêt d'avoir un réglage de la lumière? Le truc, c'est que si on n'a pas de lumière du tout, on a l'équivalent de ce qui se passe quand on prend un ciseau à bois et qu'on rentre dans le bois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de rentrer dans le bois ici, ça va soulever le bois et ça va arracher en fait le bois. Donc ça va faire ce qu'on appelle de l'arrachement. Et ça, c'est pas très joli parce que ça fait des zones où il y a de l'arrachement. Voilà, donc le bois il est plus lisse et puis c'est pas ce qu'on recherche en général. Donc quand on voit qu'on a de l'arrachement, on va venir diminuer la largeur de la lumière. Ce qui va avoir pour effet d'appuyer sur le bois juste avant que le fer rentre dans le bois et d'éviter que ça s'arrache. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que, enfin ça en a même deux, c'est que d'abord, le rabot est un peu plus difficile à pousser quand on fait ça, et ensuite on a plus de risque d'avoir des bourrages ici au niveau de là où sort le copeau. Par contre, on a un résultat qui est meilleur en termes de qualité de surface, surtout dans les bois difficiles ou quand on est à contre-fil. Donc, quand tout se passe bien, on ouvre la lumière et puis comme ça glisse bien. Et puis, quand ça devient un petit peu plus compliqué, on va fermer la lumière. C'est pour ça que c'est bien pour les bois difficiles d'avoir des rabots avec une lumière qui est réglable. Et là, par exemple, je ne sais pas si on verra, mais je me rends compte que quand je rabote, je n'ai de sortie de copeaux que sur la gauche. Donc je donne un petit coup de maillet sur mon fer. Voilà, là j'en ai plus ni à gauche ni à droite, parce que généralement, quand on fait ça, ça fait re-rentrer le fer d'un côté et il sort pas forcément tout à fait de l'autre. Voilà. Et là, j'ai redressé mon fer et du coup, j'ai un copeau qui sort sur toute la largeur. Et là, c'est pareil. Plus je vais diminuer l'ouverture de ma lumière, meilleur sera mon résultat, mais plus j'aurai de difficultés à pousser mon rabot et plus j'aurai de risque de bourrage. Donc,
quand on a un rabot avec la lumière réglable, on referme la lumière quand on se rend compte qu'on a de l'arrachement. Et on la rouvre quand on veut enlever des grosses quantités de bois. Par contre, quand la lumière n'est pas réglable, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avancer le groupe de coupe, donc l'ensemble du groupe de coupe, vers l'avant pour rapprocher le fer du bord de la lumière. Et pour faire ça, il y a deux méthodes en gros, et ça dépend de la fabrication des rabots, ça dépend pas de vous. La première méthode, c'est sur les rabots type Lie-Nielsen comme celui-ci, je pense que les Clifton, ça doit être pareil. Vous avez ici, non pas des vis, alors je sais pas si on verra bien, mais là c'est pas des vis en fait. Donc ces deux trucs-là en fait maintiennent le siège sur le corps du rabot, et derrière, et ça c'est difficile à montrer dans la vidéo, vous avez des vis qui vous permettent d'avancer ou de reculer l'ensemble, fer contre fer, siège, etc. Donc ça c'est intéressant parce que du coup on n'a rien besoin de démonter pour faire le réglage. Ça veut dire que je prends juste un tournevis, je laisse tout fixer, je tourne les vis qui sont là et je vais venir avancer l'ensemble du groupe de coupe. Et donc je vais diminuer la taille de ma lumière. Et là je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de dérégler le rabot. Mais je vais diminuer la taille de ma lumière et ça va me faciliter la vie dans les bois difficiles. Alors que sur des rabots de conception un peu plus basique, le problème qui se pose, c'est que c'est pas tout à fait foutu pareil. Parce que pour faire ce qu'ils font sur les rabots Lie-Nielsen, il faut avoir une bonne précision d'usinage. C'est que là, il va falloir d'abord desserrer ces deux vis. Ensuite, derrière, on a une seule vis. Et déjà, c'est un petit peu casse-pied d'avoir une seule vis parce que ça pose des problèmes. Si vous voulez, vous allez avoir le groupe de coupe qui peut avancer un peu de travers ou ce genre de choses. Donc c'est un peu casse-pied. À chaque fois, il faut vérifier ça aussi. Et c'est en avant. Ensuite, une fois que vous avez desserré ces deux vis-là, en serrant ou desserrant cette vis-là, vous allez faire avancer ou reculer le groupe de coupe de la même façon que là, sauf que à chaque fois, vous êtes obligé de desserrer ces deux vis, avancer ou reculer le groupe de coupe selon ce que vous voulez faire, remettre le fer dessus, remettre le presseur dessus, faire un test, voir comment ça se passe, redémonter selon si c'était bien ou pas bien, etc. Et on fait des itérations comme ça. Et ça prend pas mal de temps. Donc du coup, c'est un petit peu la différence entre un rabot haut de gamme et puis un rabot un peu plus basique. Mais même si c'est moins pratique, ça n'empêche pas de travailler. De toute manière, en général, quand on est sur du bois difficile, on va utiliser ce qu'on appelle un rabot à angle faible de ce type-là. On ne va pas aller... généralement, on sort des rabots classiques avec le biseau vers le bas. En règle générale, on va utiliser de l'angle faible, c'est-à-dire des rabots comme celui-ci, biseau vers le haut, pour les bois difficiles. Quand on a un rabot comme ça, évidemment. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le réglage, en tout cas vraiment pour les réglages super basiques de rabot. Vraiment, voilà, la base, c'est ça. Après, on peut dire plein de choses. Je pense que je ferai d'autres tutos un peu comme ça, où on abordera des points un peu plus particuliers. On fera un tuto vraiment sur l'affûtage, avec le faux biseau, le biseau, etc. On parlera des angles d'affûtage. On fera aussi un tuto sur le réglage fin du contrefer, donc le dépassement du fer. Ça, je pense que ce sera pas mal. Et puis peut-être sur d'autres types de rabots, pour vraiment balayer tout le sujet, quoi. Là, c'était vraiment pour dégrossir, pour avoir vraiment la base de chez base. C'est qu'est-ce qu'il faut acheter comme rabot, comme premier rabot. Moi, les 3 premiers rabots que je conseille, parce que c'est vraiment ceux qu'on va le plus utiliser. Allez, les 3, voire les 4, mais on va donner un ordre, comme ça au moins on saura. Le premier rabot qu'on achète, c'est quasiment toujours un numéro 4. Donc vous pouvez acheter un numéro 4, soit sur des grandes marques, mais c'est assez cher. Vous pouvez prendre du numéro 4 chez Lie-Nielsen, chez Clifton ou chez Juma parce que la qualité de fabrication est très correcte. Voilà. Ça dépend un peu de votre budget. Voilà.
Un numéro 4 chez Jouma, ça vaut à peu près un numéro 4 chez Jouma, ça vaut à peu près 170 balles. On est plus proche des 4 ou 500 euros chez Lie-Nielsen ou chez Clifton, hein, entre 350 et 500. Je rentre pas dans le débat de savoir si c'est bien ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Le numéro 4, c'est quasiment celui que vous allez le plus utiliser. Avec, vous pouvez faire un peu de replanissage sans problème. Hein, ce que j'ai montré tout à l'heure. Si vous avez un petit chanfrein à faire, ça le fait aussi. Voilà, il n'est pas trop lourd, il est maniable. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Pour moi, c'est le premier rabot qu'on achète, c'est ça, quoi. C'est pas pour rien que sur les enseignes de menuisier, on dessine ce truc. Hein. Donc, vous pouvez prendre celui-là. Ça, c'est vraiment le premier rabot. Ensuite, pour moi, le deuxième rabot, c'est un petit rabot de paume. Si vous pouvez, prenez un rabot de paume avec une lumière réglable. Moi, pendant longtemps, je me suis débrouillé avec celui-là qui n'a pas de lumière réglable. Donc, il a une lumière qui fait 2 bornes de large, voilà. C'est dommage parce que souvent, on veut faire un petit ajustement. Et comme la lumière n'est pas réglable, ça fait de l'arrachement. Voilà, ça fait un peu râler, quoi. Alors qu'avec celui-là, vous avez la lumière qui est réglable, donc vous avez beaucoup moins de risques de faire de l'arrachement. Et on peut faire pas mal de petites choses, de petits rattrapages, etc. avec. Donc pour moi, c'est le deuxième rabot qu'on achète, ça, généralement. Ensuite, le troisième rabot qu'on va acheter, on pourrait penser que c'est une demi-varlope ou une varlope, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que à moins que vous fassiez du corps-voyage à la main, ce qui est quand même pas la majorité d'entre nous, et si c'est la majorité, enfin, ceux qui font vraiment du corps-voyage à la main, ils savent ce qu'ils doivent acheter comme rabot, donc je vais pas leur donner de conseils. Moi, ce que je conseille d'acheter en troisième rabot, c'est un rabot à angle faible de ce type-là. Donc ça, c'est le numéro 62 de chez Lie-Nielsen, ou un équivalent chez Veritas. Chez Veritas, ils ont aussi un rabot à angle faible comme celui-ci. Toujours avec lumière réglable pour les mêmes raisons que j'ai expliquées avant. Parce que, encore une fois, quand on veut replanir, que ce soit sur des bois difficiles, sur des grandes surfaces, etc., celui-ci, il sera toujours super utile. Il vous sortira du copeau super fin, il vous laisse une surface qui est brillante, comme si elle était cirée quasiment. C'est vraiment, pour moi, un must à avoir. Voilà. Donc vraiment, les 3 premiers rabots, pour moi, c'est voilà, c'est ça. Dans cet ordre-là, je dirais 1, 2, 3. Ce qui fait déjà un budget, surtout si on tape sur des grosses marques comme Lie-Nielsen, Clifton, Veritas, enfin ces marques-là qui sont quand même assez chères. Après, je rentre pas dans le débat de savoir s'il y a une marque qui est mieux qu'une autre. On s'en fout. L'important, c'est que ça rabote. Comme je connais personnellement l'importateur pour la France de Lie-Nielsen, je vous remets l'URL de son site parce qu'il ne faut pas déconner. C'est Oriou qui est l'importateur pour la France de Lie-Nielsen. Pour la petite actualité au sujet de Lie-Nielsen, il semblerait qu'ils arrivent éventuellement, peut-être, c'est pas sûr, à réapprovisionner un petit peu l'Europe en rabot, parce que ça fait 3 ans qu'il n'y avait plus rien. Donc il y a eu, il n'y a pas longtemps, une possibilité, d'ailleurs j'ai passé moi une commande, justement, chez Oriou, et j'ai été livré, donc ça veut bien dire que j'ai été livré, c'est arrivé la semaine dernière, mais le temps que je me débrouille avec la poste et leurs horaires de fermeture et tout ça, bon bref. Voilà, ça c'est pareil, je vais pas rentrer dans le débat, mais du coup j'ai été le chercher hier. Mais voilà, c'est vraiment très récent, donc j'ai réussi à être livré. Donc a priori ça reprend, mais vraiment petit à petit. Hein. Parce que sur ces dernières années, là, ils alimentaient plus que le marché local américain, donc nous on n'avait que dalle. Voilà. Voilà. Après, il y a plein d'autres rabots spécialisés. Un rabot quand même que vous devez avoir, parce que ça coûte quasiment rien du tout, c'est ça. Hein, le racloir, c'est le truc que tout le monde doit acheter. Ça coûte pas cher, ça coûte quelques euros. Il faut apprendre à les affûter. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et ça vous sortira de pas mal de situations sur des bois difficiles pour faire des petites finitions dans les coins, etc. Enfin voilà. Donc ça, c'est le rabot que vous ne pouvez pas ne pas avoir. Et pour cela, évidemment, vous pouvez prendre des racloirs chez Lie-Nielsen, hein, c'est le top. Mais sinon, je vous suggère de prendre du Deux Cerises, la marque Deux Cerises, que vous trouverez chez Dieter Schmidt. Donc celui-ci, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir, selon moi. Voilà, ça c'est vraiment pour les rabots de base.